Si vous-même, vous m'aviez dit il y a 15 ans, un jour, vous devrez quitter Oka, je vous aurais répondu spontanément, jamais. Et c'est vraiment ce que je croyais. Et déjà, je vous laisse deviner que la décision d'un transfert, comme celle que nous avons prise, c'est une décision que l'on prend lorsqu'on n'a plus le choix. Après 125 ans de présence à Oka, les moines cisterciens annoncent la mise en vente de leur monastère en mai 2003. Un vaste domaine de 270 hectares où jusqu'à 178 moines travaillaient aux champs ou au bâtiment de la trappe. Ils étaient des pionniers dans le développement de l'agriculture au Québec, de grands éleveurs d'animaux, des précurseurs dans l'enseignement agricole et les créateurs du premier fromage fin au Québec. Nul doute qu'à Oka, un esprit du lieu indéniable continuera de s'imposer dans le paysage, alors que les moines s'apprêtent à léguer un héritage colossal aux citoyens d'Oka. Notre geste, c'est un geste d'audace réfléchie. C'est pas une audace aveugle, c'est une audace réfléchie, une audace aussi inspirée par la foi. On était rendu à un point où, devant la lourdeur au plan économique à maintenir ça, lourdeur aussi psychologique de vivre dans une maison, à un moment donné, qui est utilisée au tiers ou au quart, à la longue, ça devient lourd, ça aussi. Donc, devant tout ça, tranquillement, on est arrivé à faire un choix qui s'est comme imposé à nous. Moins défricheur des terres matérielles, mais défricheur du cœur humain et défricheur de la terre spirituelle. Je pense que c'est le sens profond de notre vocation. Si on veut un projet qui est... On parlait tantôt de la structure, par exemple, ajourée dans la chapelle avec les câbles. Aujourd'hui, les moines font le choix de la firme d'ingénieurs qui dirigera le chantier de leur future abbaye à Saint-Jean-de-Matha. Et c'est l'architecte qui a remporté le concours organisé par les moines en 2004 qui dirige cette réunion. Sa proposition de monastère a été sélectionnée parmi une soixantaine de projets du jamais vu au Québec pour ce genre de construction. Mais les moines exigeaient une chose, que les architectes partagent régulièrement leur vie monastique. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Parce que, veux pas, notre vie apparaît toujours un peu particulière pour ceux qui sont à l'extérieur. Alors, venir partager 24 heures de notre vie, ça aide à découvrir l'importance de certains lieux. Amen. De sentir le rythme de la journée, de découvrir, par exemple, comment pour nous les heures du jour sont importantes. Commençant avec la prière de la nuit, dans les ténèbres, l'attente de la lumière avec la prière de l'aude le matin et les prières au rythme de la journée jusqu'accompli au terme de la journée. Je pense que tout ça a aidé aussi les architectes qui sont venus chez nous à découvrir qu'il fallait penser une église qui permette cette communion avec le rythme de la nature et avec la lumière. J'aime me retrouver dans la bibliothèque à 7 heures, dans le silence, et on dirait qu'on a plus de facilité à comprendre les choses. Donc, c'est plus facile de concentrer son attention et, je dirais, quelque part, d'aller à l'essentiel. Je vois ce plan qui date du 12e siècle, avec le cloître carré, l'église, et je me dis, bon, il y a 800 ans qui nous séparent de cette architecture, mais encore aujourd'hui, je regarde le plan de ce monastère-là, puis il me touche, je le comprends. Et je comprends aussi en le voyant que le cloître, il a toute sa pertinence encore aujourd'hui. Je ne pourrais pas l'effacer, dire non, on fait l'église, puis on entre dans le réfectoire.
il y a cette déambulation qui est nécessaire de passer de l'église au réfectoire. C'est un moment essentiel et c'est ce qui rythme leur vie. À côté d'un dessin, j'ai le besoin d'écrire « La lumière nous enveloppe ». Effectivement, on a presque l'impression, quand je vois ça, j'ai l'impression que la lumière est un peu comme le moine avec sa grande tunique vient nous... Alors, ça fait image. On parle d'ici d'ombre et de lumière entre notre vie au quotidien et la vie des moines. Peut-être qu'aujourd'hui, le contraste est encore... Et les contrastes nous permettent de comprendre des choses. L'univers d'où on vient, l'univers dans lequel ils sont. Et ça, c'est quelque chose... J'ai des indications dans les livres avec les mots, mais le fait de le vivre, je l'ai en moi. Et donc, on aurait la perspective du chemin, là. Novembre 2004, pour la première fois, les cisterciens et l'architecte visitent les lieux de la future abbaye au site de la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Matha. J'aimais bien l'idée que du monastère, on ait une vision dégagée, comme le chemin, là. Ah oui. Pour qu'on Ça veut puisse... dire qu'il faudrait tasser un petit peu plus. Au point de départ, nous, on avait dit, on a choisi un bel endroit dans la nature. On aimerait y construire une abbaye qui s'intègre bien, qui épouse tellement le lieu qu'à la voir, on a l'impression qu'elle a toujours existé, qu'elle fait partie du décor. Et le projet de Pierre Thibault nous a attiré notre attention par ce souci d'intégration dans le lieu, de respect du lieu et de mise en valeur du lieu, finalement. J'ai mon cahier de croquis. J'essaie de dessiner cette façon-là. Dans mon bureau, je suis pas capable. Le fait d'arriver dans un site comme ça, on dirait que, je sais pas, il y a une espèce de souplesse, peut-être qu'elle est au bout des doigts, mais aussi probablement un peu dans la tête. On s'assoit. Une fois qu'on a repéré un endroit qui nous semble propice, et je me mets à dessiner, mais c'est vraiment... ça devient, on dirait, très facile. On va-tu voir l'église? Oui, allons. L'église, elle est ici. Là, on est au mur, le mur... On est devant, là. Elle commencerait ici. Ça, c'est le mur arrière. Oui, dans la porte. Ce que je me rends compte, c'est que la première fois, on perçoit des choses. Mais là, c'est beaucoup voir où est l'église, où est le préau, où est le... Nous, on avait demandé dans le projet là, que l'église soit orientée vraiment vers l'est, donc vers le soleil levant, pour symboliser que notre vie veut se tourner vers le Christ, qui est la lumière, le Christ qui est ressuscité, qui se lève au matin. On comprend un peu, quand on a vécu avec eux au moins une journée, que le matin, on arrive dans l'église, puis il fait noir. Alors là, l'église est ouverte au levant. On voit la luminosité qui change. Et tout ça, il y a un côté fabuleux. Donc, de s'offrir, les moines vont s'offrir tous les matins un lever de soleil dans leur église. L'hiver, je pense, que quand tout sera tombé, ça sera encore plus beau. Et c'est la vue de voir les montagnes au loin. Et les arbres sont très beaux en premier plan. Aussi. Hein? Les arbres sont en santé. Ils sont en santé, sont beaux. Puis On a senti cet homme-là très à l'écoute de ce que nous désirions. En même temps, un homme très, très sensible aux valeurs de la nature, de l'environnement. Un homme très sensible à la lumière. Et ça, pour nous, c'est des choses très importantes. Une journée dans un site comme ça, de s'offrir ça dans le cadre de son travail, pour moi, c'est une chance. Hein? Prenons le temps. Prenons le temps de faire les choses. Prenons le temps de faire les choses et de les faire bien. Parce que j'ai mieux de faire une chose bien que 10 à peu près.
Pendant ce temps, à Oka, la communauté prépare le déménagement. Les moines, chacun à leur manière, apprivoisent leur deuil, mais surtout espèrent leur vie nouvelle au verger, où toute la communauté participe en silence à la dernière cueillette des pommes. Nous vivons peut-être une de nos dernières expériences au verger, puisque nous sommes en processus, en marche, tournée vers la montagne coupée, vraiment. Autrefois, ça durait 1 mois, et on me raconte qu'il y a même des années où on ramassait des pommes encore à terre, presque dans la neige. Ils s'en servaient pour faire le cidre, je pense, ou quelque chose comme ça. Et c'était dans des conditions là, beaucoup plus dures que nous aujourd'hui. Je pense qu'on aimera toujours revenir dans la région d'Oka pour faire nos provisions de pommes pour l'hiver. Comme le verger, c'était la seule période de l'année où toute la communauté pouvait travailler ensemble pendant 2 ou 3 semaines. Ça va être un gros manque peut-être à Saint-Jean-de-Mata. Dans les champs et dans les étables, poulaillers, porcheries, abattoirs, il y a eu plus de 100 moines qui ont travaillé là-dedans à une époque où il y avait 178 moines. Maintenant, nous sommes 27 présents, 27 moines présents, avec une moyenne d'âge quand même de plus de 65 ans. Alors ça fait 16 et 20. Je suis arrivé à l'automne 86, à l'âge de 37 ans. À ce moment-là, je travaillais à l'Hydro-Québec depuis 18 ans. Ah, c'est ça que je cherche. Comme travail, je suis responsable du magasin. Donc, je vois tout l'aspect commercial, donc vendre des produits au magasin ou aussi on vend quand même à l'extérieur. Ça peut devenir perturbant dans les périodes fortes. C'est-à-dire que le recul devient difficile. Je sens que j'ai besoin de plus de silence et de plus de me retirer quand je peux. Là. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. On veut un plus grand équilibre. En tout cas, je veux un plus grand équilibre. Je veux qu'il y ait une possibilité de plus de silence et de plus de retrait. On ne vit pas au désert ou en ermitage, mais c'est une espèce d'équilibre. Et je trouve qu'on est en train de le perdre. Et à mon avis, si on n'arrive pas à vivre, je dirais, la vie monastique de façon plus équilibrée, ce sera dommageable pour nous en tant que moines. J'ai été trouvé, ça fait Je suis entré le même jour où on a trouvé le terrain à Saint-Jean-de-Mata. C'est-à-dire que le 26 juillet, dans l'après-midi, le père abbé partait avec des frères pour voir le terrain, qui allait devenir, évidemment, notre futur site. Et puis moi, dans le soir, je suis entré pour mon postulat. Alors, j'ai dit au père abbé, à la fois, vous avez trouvé un terrain et un frère. À Saint-Jean-de-Mata, ce sera la communauté, si je peux utiliser une image qui a toujours ses limites, c'est-à-dire de faire vivre le bâtiment et de lui donner un souffle, une âme. Ça sera vraiment un beau défi à relever. C'est comme une nouvelle fondation, en fait. Les gens essaient de nous faire dire est-ce que c'est un deuil? Je pense que c'est plus difficile, c'est ça, pour les frères qui sont plus enracinés, dans un certain sens, que moi je peux l'être. Mais là, je sais qu'à Saint-Jean-de-Mata, ça sera le lieu où je prendrai racine. C'était en 1948, après mes études, sur un genre d'appel qui m'est survenu comme ça. Je devrais être très, très attaché au lieu. Et ça devrait me faire une peine énorme de partir. Mais c'est pas le cas. C'est curieux, hein? On dirait qu'il y a comme une grâce. Partir d'ici où on est, dans mon petit bureau, au sous-sol, et me rendre, disons, peut-être sur un appel d'un frère qui aurait un service auquel je devrais voir, comme pour le téléphone ou quelque chose,
c'est 3 minutes et demie, 4 minutes pour me rendre là. Si en haut, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, je suis obligé de refaire ça en sens inverse. C'est immense. C'est comme toute chose, hein, quand on regarde en arrière, c'est vite passé. Il n'y a pas vraiment de préparation à ça. Dans la prière, peut-être, mais à part de ça, non. Vous avez hâte? Oui, je pense que le plus tôt sera le mieux. Notre premier critère sera comment ce que nous laissons ici va être au service de la population et de la communauté. Et c'est dans ce sens-là qu'on a cherché à collaborer jusqu'à date avec la corporation. Nous sommes vraiment tournés vers l'avant. Et ce qui fait notre consolation, c'est de savoir que ce lieu va être mis en valeur. Ça ne deviendra pas n'importe quoi. Et ça nous aide beaucoup à faire le pas. Une corporation d'organismes locaux d'Oka offre de poursuivre différemment l'œuvre des cisterciens, qui ont accepté de vendre moins cher leur vaste domaine. Pour nous, le montant n'est quand même pas notre facteur décisif. Ça, c'est important. Comme communauté, on s'est dit, si les acheteurs ont un projet qui a davantage de retombées sociales et communautaires, qui fait que le monastère est vraiment comme au service de la région, nous sommes prêts à consentir à un montant moindre pour que cela se fasse. Vous voyez, c'est la route, c'est l'approche du monastère. Au fond, là-bas, vous voyez, c'est où est la pelle. Donc, c'est la route qui arrive. Ils sont en train de creuser le marais. Et si on continuait tout droit, on arriverait juste devant l'entrée de la porterie. Et ici, c'est l'accès pour arriver au débarcadère de la cuisine et des ateliers qui seront de ce côté-là. Je suis un peu partagé entre les deux, hein, parce que je coordonne en même temps les activités à Oka, je suis tout ce qui se passe à Saint-Jean-de-Mata, alors je suis un peu étiré, alors j'ai hâte d'arriver à vivre une vie monastique un peu plus tranquille. De voir le site, un site ouvert, en même temps enveloppant, ça donne une impression formidable. Et à chaque fois que je viens, c'est un émerveillement encore et une paix intérieure que m'inspire ce site, beaucoup. Je pense que spontanément, le monte de la joie, monte de la reconnaissance, monte de l'action de grâce dans le cœur. Chaque frère a été vraiment impressionné fortement par la beauté du site et tout cela crée chez nous comme un attrait. On a hâte de s'y retrouver pour pouvoir venir contempler, venir goûter au calme de ce lieu. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Lorsque des moines quittent un monastère pour aller fonder dans un nouveau lieu, on leur remet une croix qu'on appelle la croix de fondation. On a voulu l'ouvrir en bénissant une croix qu'on a insérée au cœur du lieu du monastère. C'était pour nous comme de dire, bien, le pas que nous faisons ensemble, c'est comme une fondation, une refondation de notre communauté, un nouvel élan. Quand je suis venu au début, évidemment, il n'y avait rien. On apprivoisait le lieu tout simplement, et non pas les bâtiments et l'espace. Là, maintenant, c'est ça qu'on fait. On se l'approprie, on commence à y vivre un peu parce qu'on sait où
où sont les locaux, où sont les espaces, l'église, le chapitre, les cellules, tout ça. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue maintenant. Ton cloître, c'est pas si large que ça, hein? Non, c'est ici, le cloître. Quand même pas mal, c'est ça? J'ai l'impression que je suis plus dans le projet maintenant, parce que là, on le voit évoluer, on voit les choses qui montent. Avant, c'était plus une vue de l'esprit ou un projet qu'on avait derrière la tête, mais là, c'est vraiment quelque chose qui avance. C'est stimulant, je trouve. C'est quelque chose d'emballant. Ça va tout être vitré, là. Quand on voit maintenant sur les lieux, on peut se figurer dans notre tête exactement l'environnement qu'on va avoir à vivre. Je trouve que c'est plus facile maintenant. C'est peut-être parce que je suis apprivoisé. Ça va être plus discret, là. Plus discret. Moi, je trouve que ça fait comme une belle sobriété. On l'a en nous, hein? C'est un projet comme ça. Je l'ai en moi depuis quelques années, les pères aussi. Donc, on en parle quasiment un peu comme un ami, déjà, hein? Tout ça était imaginé, hein? Donc, c'était du domaine de l'imaginaire. Puis aujourd'hui, bien, on voit tous ces gens qui sont affairés à construire, en fait, le futur monastère. C'est là qu'on voit quand même la force d'un concept, d'une idée, d'un désir aussi, je pense, de faire en sorte que, à partir de quelques croquis, le besoin des pères de se relocaliser, que tout ça s'orchestre de cette façon-là. Puis après 3 ans, on voit des bétonnières, on voit des camions, mais toujours dans l'esprit de ce qui avait été tracé. Je pense que l'esprit de cette rencontre avec la nature, un lieu qui va être un lieu apaisant, je pense que toutes les prémices de base qu'on souhaitait vont être là, mais bien sûr avec des ajustements. C'est tellement vrai que nous sommes devenus locataires que j'offre la clé du monastère aux propriétaires. Mai 2007, 4 ans après l'annonce de leur départ, les moines remettent la clé de leur monastère au nouveau propriétaire, la corporation de l'abbaye d'Oka. Quelque chose de nous demeurera à Oka et quelque chose d'Oka demeurera en nous. Merci. Quel héritage je lui laisse, effectivement, et comment on le protège? C'est un héritage c'est spirituel, un peu, c'est-à-dire c'est de l'amitié, c'est de la charité, c'est du partage. C'est des gens qui donnent sans compter, sans regarder, sans mesurer. Si tu leur demandes de l'aide, ils sont toujours là. Nous nous réjouissons quand même à l'idée que l'héritage de votre passage parmi nous sera à jamais préservé dans nos cœurs. La fin approche à Oka. Les citoyens disent adieu à leurs voisins en leur offrant 2 croix jumelles qui seront installées à Oka et au Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha. Citoyennes et citoyens d'Oka et de cette belle région, vous aurez toujours droit à notre souvenir reconnaissant et à notre prière fraternelle. Ils étaient éternels pour nous après 130 ans. Les voir partir, c'était un désastre dans nos cœurs. Le même jour, le pape Benoît XVI confirme la nomination de Don Moreau comme évêque de Sainte-Anne de la Pocatière. Pour la première fois au Québec, un moine va diriger les destinées d'un diocèse. Il appartient maintenant à son successeur, Don André Barbeau, de poursuivre la longue marche vers la nouvelle vie monastique. Personne n'aurait pensé ça. Au cours du siècle dernier, je pense, à venir jusqu'à maintenant, il n'y en a que 3 de nos moines qui ont été nommés évêques. On s'y attendait pas à ce moment-là. Et ça arrive à un moment où on est en changement aussi, déménagement. Donc, il faudra aussi s'élire la nouvelle abbaye et tout ça. C'est un petit peu déstabilisant, je dirais, à ce stade-ci. C'est tout lui qui a mené le projet jusqu'à maintenant. Donc, on pensait tout, je pense, qu'il déménagerait avec nous autres, évidemment, puis qu'il opérait en fait la transition entre Oka et Saint-Jean-de-Matha, ce qui ne sera pas le cas. C'est sûr que c'est une surprise. Ça. 28 février 2009, une page d'histoire sera tournée dans quelques minutes, alors que le temps est venu de quitter le monastère d'Oka. Vu que toute la communauté des moines cisterciens de Notre-Dame-du-Lac à Oka
quitte ce jour même et de manière définitive l'abbaye, vu que l'église abbatiale sera dépouillée dans quelques instants de l'autel, du tabernacle, de la croix, des statues de la Vierge du Salvé et de Saint-Joseph, des bénitiers. OK, on enlève les panneaux, puis on l'ouvre, puis on la démarche, OK? Je décrète et établis que le lieu de cette église est rendu à son caractère profane. Les panneaux Donné à l'église cistercienne Notre-Dame-du-Lac, en présence de nombreux frères de la communauté, le 28 février 2009, jour de notre départ pour l'abbaye Val-Notre-Dame, à Saint-Jean-de-Matha. On s'est ému. Non, c'est sûr que c'est un geste qu'on pas seulement qu'une fois dans une vie de communauté, hein. Non, dans cette église, depuis 127 ans, les hommes ont prié dans cette église. 249 de nos frères sont morts dans cette église, ont été enterrés ici, à côté de l'église. C'est vrai que ces lieux sont habités. On a tous fait profession solennelle dans cette église. Donc, on s'en va dans un lieu beaucoup plus solitaire, qui est beau, qui est magnifique. Demain, on va le trouver beau. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du départ. Puis, comme toutes les ruptures affectives, toutes les séparations, c'est quand même un moment douloureux pour la communauté. Le vrai patrimoine, c'est la communauté vivante, hein? Quand on commence à s'intéresser aux pierres et aux choses physiques qui restent, on rate la cible. Hein? Le vrai patrimoine, c'est vraiment la communauté vivante. Et je crois que les liens qui ont été noués avec la population d'ici vont rester, et vont rester très longtemps. Une grande fébrilité anime la communauté cistercienne qui entre aujourd'hui dans sa nouvelle vie monastique. Le nouveau monastère, très enluminé, comme une grande verrière ouverte sur la nature, entoure maintenant la croix de fondation. Là, vraiment, vous nous prenez au moment où ça fait 1 heure qu'on est ici. Alors, on est un peu... on sent l'adrénaline, c'est-à-dire le départ là-bas, les émotions qu'on a vécues là-bas et l'arrivée ici. On vit une nouvelle dynamique, ça, on peut le sentir dès les premiers instants qu'on arrive, là, avec ce qui nous entoure, mais aussi avec les espaces dans lesquels on vit. C'est plus réduit, donc on est plus proche. Ça prendrait une boussole, nous autres, là, pour s'orienter, hein. Mais c'est plein de promesses, hein. La façon que les lieux ont été conçus, tout est fait dans le pratique. Il reste encore beaucoup à faire au Val Notre-Dame avant que les cisterciens ne se sentent vraiment chez eux. Leur église n'est pas encore terminée, mais malgré cela, le frère Clément nous guide dans son nouveau milieu de vie. On a l'impression qu'on est vraiment à l'extérieur, donc ça fait beaucoup de luminosité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la montagne qui est derrière, qu'on voit sous le grand toit de l'église. Donc, on le voit d'ici, on le voit de l'étage, et je trouve que c'est une vue fort intéressante, ça, sur la nature. Et on va entrer dans le réfectoire, qui est certainement une des plus belles pièces. C'est sûr que les pièces de coin sont intéressantes parce qu'il y a beaucoup de lumière. Alors, vous avez une vue sur la forêt qu'on a un petit peu élaguée pour respirer, pour que la forêt respire, mais aussi pour nous. Ça, c'est une cellule régulière. Ici, il y a le lit amovible. Parce que nos cellules ne sont pas grandes, alors on a décidé d'avoir des meubles comme ça. Donc, et derrière, il y a un lavabo.
Ici, chaque frère a un lavabo, ce qui pour nous était un luxe, parce qu'à Oka, on n'avait pas ça. Je dis souvent aux frères, écoutez, la question du transfert, c'est pas une question de prendre des boîtes puis d'aller les porter ailleurs. Ça, n'importe qui peut faire ça. Le projet est toujours le même. La région est nouvelle, le site est nouveau, l'église locale est nouvelle, les bâtiments sont nouveaux, mais notre projet de vie est toujours le même. C'est de devenir, nous, des êtres nouveaux, des hommes nouveaux. Et ça, c'est un contrat. Au lendemain de leur arrivée au Val-Notre-Dame, les moines sont accueillis à la cathédrale de Joliette pour un rite très ancien. Au Moyen Âge, quand les moines partaient pour faire une fondation, ils partaient sans moyen de communication. Et quand ils arrivaient dans un diocèse, ils allaient frapper à la porte de la cathédrale. On a voulu renouer avec cette tradition-là parce que trop longtemps, les moines ont été isolés de la vie d'une église locale. Et je pense que c'était une belle manière de manifester à la portion du peuple de Dieu où on va s'insérer pour très, très longtemps, de dire, voilà, on fait le peuple de Dieu, on fait église avec vous. Parfait. On sent bien l'enthousiasme dans l'accueil, car rares sont les moments où les paroissiens peuvent fraterniser avec les moines. Au printemps, la vie monastique bat au rythme des derniers travaux supervisés par l'architecte de l'abbaye. C'est une architecture qui n'existait pas il y a 1000 ans, bien sûr, mais qui n'existait pas il y a 5 ans. Donc, je pense que c'est d'avoir permis de traduire les règles qui dictent leur vie dans quelque chose de contemporain, respectueux de ce qu'ils sont. 23, ton lecteur de débit. Et on est allé chercher aussi des sources d'énergie renouvelables. Alors donc, c'est la géothermie ici, avec un plancher radiant à l'eau. Donc, la source, on a donc une soixantaine de puits qui vont à près de 150 mètres de profondeur qui vont permettre de chauffer le bâtiment. Donc, toutes les terrasses donnent sur des toitures végétalisées. Donc, eux absorbent, si on veut, l'eau et deviennent aussi des protections contre la surchauffe. Donc, on a utilisé ces toitures vertes-là. Les eaux aussi de pluie sont récupérées pour différentes choses. Déjà, les moines sont étonnés. Ils disaient, dans leur ancien monastère, qui était des murs de pierre comme ça, il y avait froid. Ici, il y a un verre triple, puis il a dit, écoute, on sent rien. Les cisterciens restent discrets quant au coût de leur nouveau monastère et du magasin qu'ils ont fait construire à l'entrée de leur domaine de la montagne coupée. Mais il est clair que le projet initial de 10 millions de dollars est largement dépassé. Nous, dans la vie monastique, on ne choisit pas d'entrer dans l'ordre des moines cisterciens, on choisit de rentrer dans un monastère. D'où le choix si important des conditions du lieu où on va habiter, parce qu'on va y rester longtemps. La popularité du Val-Notre-Dame n'est plus à faire. Il faut même ajouter des bancs aux messes dominicales. Lors d'une porte ouverte, plus de 8000 personnes ont visité le monastère. Et à tous les jours, par dizaines, les gens viennent voir les moines. Alors, en arrivant ici, vous disposez en demi-cercle. Une grande fébrilité règne dans toute la communauté cistercienne, regroupée devant la porterie du monastère. Les moines répètent une cérémonie unique qui sera célébrée le lendemain, la dédicace de l'église abbatiale du Val-Notre-Dame. On a pris possession graduellement du lieu et il nous appartient et nous forme maintenant comme on le forme aussi. Surtout comme la cérémonie de demain, c'est comme une apothéose. Hein? C'est l'aboutissement de notre grand projet monastique. Pour vivre vraiment avec un grand V, il faut vivre pour les autres. Et puis les moines, eux, cet hôte-là, c'est Dieu. Et puis on lui a bâti une maison.
Ce qu'on entrevoit, c'est de l'espérance. On ne peut pas prédire ce qui va se passer, mais on sait qu'il y a des gens qui viennent ici, puis l'Église va toujours subsister, puis il y a toujours des gens qui vont venir prier avec nous, ça c'est sûr. Les lieux et bon, le climat du monastère, le fait que ce soit plus petit, plus ramassé, c'est sûr que des fois on se sent un petit peu serré parce qu'on est habitué dans le grand, mais en même temps, ça crée ce climat de fraternité peut-être plus grand. Là. C'est pratiquement un évêché pour un moine. Bien sûr que j'ai eu à vivre une forme de deuil parce que, surtout quitter la communauté, quitter mes frères et le beau projet qu'on est en train de construire ensemble, là. Je dirais que j'ai appris à être heureux ici. Quelques mois après sa nomination, nous avons rencontré Monseigneur Moreau dans sa nouvelle demeure à l'évêché de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Est-ce qu'un jour, vous allez y retourner dans cette communauté? Vous me posez une grande question que j'avoue que moi-même, personnellement, je me la pose pas trop. Dans ce sens que, voyez-vous, j'avais des projets, puis tout a changé. Alors je me dis, bon, je verrai quand sera le moment. Mais c'est bien sûr que je reste toujours moine. Fondamentalement? Fondamentalement, oui. Il pleut au monastère du Val-Notre-Dame. Les corridors du monastère bourdonnent avant la dédicace de l'église abbatiale. On voit un peu l'hôtellerie qui est un bras et l'église est un autre. Donc, c'est cette notion d'ouverture pour accueillir la nature, pour accueillir, bien sûr, tous les pèlerins et les gens qui viennent se recueillir. Plans en main, l'architecte de l'abbaye a réussi à capter l'esprit de ce lieu. Et pour lui, c'est l'aboutissement de 5 années de démarche avec les cisterciens. C'est le lieu qui nous donne l'esprit, je dirais. Alors, je l'ai capturé, il était ici, je me suis fait, comment dirais, conseiller par cet esprit. Je pense que c'est une question d'ouverture. La communauté est ouverte et j'ai essayé de capter ce génie du lieu. À travers la symbolique de tous les gestes qui sont posés, on revit l'ensemble du mystère pascal. Donc c'est quelque chose d'unique. Et ce qui est encore plus unique, c'est que c'est notre Église. C'est celle qui a été construite pour nous. Au tout début, l'évêque du diocèse de Joliette, Monseigneur Gilles Lucien, trace une croix sur le sol à l'entrée de l'Église. Et du Saint-Esprit. Amen. Puis, différents rites de consécration rappellent les sacrements. L'Église va être baptisée. Elle va être aspergée d'eau bénite. L'Assemblée qui y sera présente, mais aussi les murs de l'Église, toute la construction elle-même. L'Église va recevoir sa confirmation. Elle va être comme une épouse parée pour son époux. On va dresser la nappe pour le banquet, pour les noces. Donc on va mêler mariage et Eucharistie. L'assemblée qui est réunie dans ce lieu sera entourée de la lumière du Christ, de la présence du Christ. C'est vrai que notre histoire récente a fait qu'on était plus nombreux. Mais le nombre, c'est très relatif, le nombre. À 3-4 frères, on peut faire signe. Nous sommes là, 24 frères, qui misons toute notre vie sur le fait que Dieu existe.
peut encore consacrer des lieux à Dieu de manière permanente. Donc, c'est un pari sur l'avenir. Vous posez la question, vous allez tous vieillir, vous allez peut-être être obligés de vendre le monastère. On fait le pari de durer. Pour moi, je l'ai fait, je veux dire, ce havre-là et la maison où je suis, comme le monastère est celui des moines, mais je l'ai fait aussi dans le plus grand dépouillement. Un lit, une table, une chaise, le soleil, la lumière, les saisons font le reste. Donc c'est ça qui nous habite. Pendant la réalisation de son projet avec les moines, l'architecte de l'abbaye a fait construire sur le même modèle ce lieu de recueillement où il trouve son inspiration. Ce que j'ai fait pour les moines, de toute façon, ça me dépasse. C'est avec eux, avec mon... La vie nous permet d'aller au-delà même de ce qu'on avait imaginé. J'ai des gens qui m'appellent. Je sens des personnes âgées, des personnes seules. Ils me disent, pourriez-vous nous créer un lieu de vie? Et je comprends que les moines, ça ne sera pas nécessairement pour une vie religieuse, mais les gens ont besoin de ce partage. J'espère que j'aurai la possibilité de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire faire des lieux qui permettent une vie meilleure.